Bonjour, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce premier webinaire de l'année organisé par le Club Sécurité HSE. Télétravail, l'obligation de l'employeur s'invite-t-il au domicile? Télétravail, l'employeur s'invite-t-il chez le collaborateur? En 2021, selon une étude de la DARES, 26% des travailleurs étaient des télétravailleurs, tout secteur. Donc on peut imaginer le pourcentage que cela représentait pour le secteur tertiaire. Selon la dernière étude du cercle de réflexion Forum Vie Mobile, on parle de 2,5 millions de personnes en région parisienne qui sont en télétravail, 46% des salariés environ. On se rend compte de l'ampleur, on se rend compte de l'évolution. Le télétravail a été un sujet important au moment du Covid. Les directions de l'environnement de travail étaient bien présentes pour y faire face. Puis ça a été un sujet pris en main par la ressource humaine, par la SI également. Et maintenant, on va prendre le temps entre direction et environnement de travail pour se poser et répondre à la question qui nous taraude tous. Parce que le télétravail, c'est pas seulement travailler chez soi. C'est travailler au café, télétravailler dans un espace de coworking, dans les transports également, et puis pourquoi pas aussi à l'étranger ou dans une entreprise partenaire. Donc, télétravailler, c'est bien. Télétravailler en toute sécurité, c'est encore mieux. Et pour cela, on vous a préparé un sommaire tout simple et efficace. D'abord, le contexte et les intervenants. Nous verrons ensuite les fondamentaux. Qu'est-ce que le télétravail en soi, qu'on soit tous d'accord? Les points d'attention, où chacun de nous devra faire attention, justement. Les mesures particulières à prendre, les risques induits, on n'y pense pas, mais ils existent vraiment. La sécurité et la confidentialité de l'information à la fin. Et pour terminer ce webinaire, nous aurons un moment d'échange et je ferai la conclusion. Mais entre-temps, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Avant toute chose, nos intervenants. Donc moi, je vais me présenter. D'abord, Julien Fouché, directeur immobilier et environnement de travail du groupe UP et pilote du Club Sécurité pour l'idée. Je vais laisser la parole maintenant à ces dames, maître Clarisse Delper-Ribeiro et maître Valérie Blairon pour se présenter. Vos micros. Je vous remercie. Bonjour à tous, Clarisse Delper-Ribeiro. Je suis avocat associé du cabinet Lexi Avocat. C'est un cabinet qui intervient principalement en droit des affaires, en droit immobilier et en droit social. Et ça, c'est assez nouveau, c'est depuis donc, janvier 2023. Et j'interviens aujourd'hui aux côtés de mon associé, maître Valérie Blairon. Je vous remercie. Donc, Valérie Blairon, associée fondateur chez Lexi, au sein de Lexi Avocat. Nous sommes 4 avocats aujourd'hui et heureux de participer aujourd'hui à ce webinaire. Merci. Merci à vous, maître. Thierry Alliot, je te laisse le présenter. Bonjour à tous, donc Thierry Alliot, je suis DET du groupe Prévoir, DET France du groupe Prévoir. Damien. Bonjour à tous, donc je m'appelle Damien Dehoul, je suis responsable environnement de travail pour DBV Technologies. Geoffroy. Geoffroy Castelnau, je suis le président de DPSA Île-de-France et membre associé de l'ARCEG et de l'IDE depuis maintenant 1992. Et enfin, pour terminer, monsieur Fabrice Choquet. Bonjour, je suis à la tête d'un cabinet de conseil en entreprise. J'interviens sur l'environnement de travail en termes de sûreté, de sécurité, de conformité. Et s'agissant du télétravail, j'ai été amené à intervenir beaucoup pour mettre à jour les documents uniques en entreprise au moment du Covid. Merci. Merci à vous pour votre présence. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints pour ce webinaire. Nous allons pouvoir commencer. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Je laisse la parole maintenant à Fabrice. Je t'en prie. Donc, bonjour à toutes et à tous. La présentation va se baser principalement sur des éléments légaux et des éléments réglementaires. C'est pas pour autant que ça va bloquer la discussion. En fait, l'idée, c'est de vous amener les éléments initiaux de réflexion et puis ensuite de faire évoluer cette réflexion avec les divers intervenants qui sont du webinaire et puis ensuite avec vos questions.
Donc, on va tout commencer par quelque chose de très simple. Dans les fondamentaux, la définition du télétravail, qui est prévue par l'article L1222.9 du Code du travail. Le télétravail sous toutes ses formes d'organisation de travail, dans lequel un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ses locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. 3 choses importantes. Ça concerne vraiment les salariés, donc ça exclut de fait peut-être les consultants. Ça peut-être que nos invités, enfin les autres intervenants pourront intervenir là-dessus. Et il y a la notion de volontariat qui est importante également. Et enfin, l'utilisation de technologies de l'information qui va générer d'autres interventions, d'autres slides durant la communication. Pour parler du télétravail, on peut distinguer le télétravail régulier et exceptionnel. Donc, le télétravail régulier, on va pouvoir parler de ce qui est prévu soit par la loi, soit par un accord d'entreprise, soit par une charte ou par des accords de gré à gré entre l'employeur et son salarié. On va pouvoir parler également de télétravail occasionnel avec les circonstances exceptionnelles ou la force majeure, et auquel cas il n'y a plus de notion de volontariat, puisqu'on rentre dans une démarche de continuité d'activité. Ce qui est important quand même sur le télétravail régulier, c'est de revenir encore une fois sur la notion de volontariat, et également de technologie de l'information, puisque sans technologie de l'information, le télétravail n'est pas possible. Donc, sur cette diapo-là, moi, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Je vais laisser la parole aux autres interlocuteurs du webinaire. Donc, si vous avez quelque chose à rajouter, mesdames et messieurs. Alors, pour moi, ça confirme ce qu'on pensait, c'est-à-dire qu'on peut télétravailler de partout, que ce soit même à l'étranger, donc on peut travailler n'importe où et n'importe quand. Tant que c'est volontaire et tant qu'il y a un accord consenti des 2 parties. Alors, je pense qu'on peut effectivement parler du télétravail à domicile, également du télétravail dans les espaces de coworking, et également effectivement du télétravail qui pourrait effectivement s'effectuer à l'étranger lors d'un déplacement, ou du télétravail qui pourrait être effectué dans une entreprise partenaire en mettant à disposition des locaux. En fait, toutes les situations sont possibles dès lors où le travail qui devrait être effectué ou qui pourrait être effectué au sein de l'entreprise s'effectue en extérieur. Parfait, merci. Et est-ce qu'une entreprise peut édicter une règlement, etc., qui impose de le faire d'un endroit précis, par exemple de son domicile déclaré? Alors, je vais peut-être plutôt laisser la parole aux avocats, puisque là, on est plutôt sur des jurisprudences, à mon sens, plutôt que sur une règle écrite. Mais s'il s'agit en fait d'un accord qui est donc conclu entre l'employeur et le salarié, c'est-à-dire sans contrainte en fait du salarié, on pourrait effectivement l'autoriser. Ce qu'il ne faut pas que ce soit en fait une contrainte, une obligation imposée directement par l'employeur, sans aucun accord du salarié. Alors, j'ai une question également alors je me permets de citer, Alexandre Butin qui nous demande pourquoi les consultants ne seraient pas concernés par le télétravail. Salarié, c'est un statut et pas un métier. Je pense que la définition, elle est claire. Hein. Elle parle de salarié, elle ne parle pas de consultant. Donc là, en fait. Étant un partenaire, en fait. Étant un partenaire. Un partenaire commercial. Donc, c'est à lui de voir ça avec son patron à lui, je pense. D'accord. Oui, parce qu'en fait, je rejoins et je rebondis sur ce qui a été dit. Effectivement, la doctrine a bien délimité la notion de salarié au sein en fait, de ce dispositif de télétravail. Et effectivement, il y a d'autres exemples, hein, les sous-traitants aussi ne sont pas concernés. Enfin, voilà, la doctrine, effectivement, a donné des indications sur les articles de loi. Sachant que le consultant, s'il est salarié d'un tiers, donc d'une autre entreprise, c'est-à-dire le consultant est en interne chez le client, donc, mais il est salarié d'une autre entreprise, il dépendra de l'accord de l'entreprise dans laquelle il est salarié, et pas du coup de l'accord chez le client, si vous arrivez à percevoir la distinction. C'est vraiment une relation avec son employeur. Oui. Oui, c'est en fait la notion d'indépendant. Et c'est pas, on n'est plus sur la notion de salarié. On sera en fait consultant indépendant. Oui, si on est des consultants indépendants. Je vous laisse continuer.
OK. Donc, toujours dans les fondamentaux, on peut revenir également sur les obligations de l'employeur. Quand on a fait la préparation, effectivement, on a vraiment évoqué l'article central sur la sécurité des salariés et la protection de la santé physique, mentale des travailleurs. Donc, effectivement, c'est un élément qui rentre dans la définition du télétravail. Et qui doit être prise en compte dans le point numéro 2, en fait, dans la définition des modalités d'accès, d'organisation, de réalisation et de contrôle du télétravail. Sur le point du contrôle, on y reviendra un peu plus tard, puisque en fait, on est sur quelque chose d'assez sensible, puisqu'on on a quelqu'un qui travaille hors de l'entreprise, possiblement chez lui, et en fait, l'entreprise peut être amenée à contrôler le travail effectué. Il faut qu'on regarde. Il est important de regarder dans quelles conditions ce contrôle peut être réalisé, ainsi que les modalités d'organisation du travail sur le lieu de télétravail. Il y a aussi un travail d'information du salarié sur les restrictions d'usage des matériels mis à disposition. Donc, le télétravail inclut l'utilisation de technologies d'information, l'information devenant une mine de pillage ouverte pratiquement à tous les vents, ce qui veut dire que les mesures de sécurité à prendre et les mesures de bon comportement sur l'utilisation des matériels est un point important dans le déploiement du télétravail. Donc, informe les restrictions d'accès du matériel mis à disposition et donne la priorité à la reprise d'un poste sans télétravail. Donc, en fait, on est toujours sur le volontariat, mais le volontariat peut s'arrêter du jour au lendemain. Et tout ça doit aussi être borné par l'organisation d'entretien annuel, portant notamment sur les conditions de travail à distance. Est-ce qu'il y avait des précisions que vous vouliez apporter, notamment? Il est bien évident qu'on ne doit pas oublier d'intégrer dans le règlement intérieur cette évolution et des salariés qui changent du jour au lendemain pour être en télétravail, de leur réaliser un avenant à leur contrat de travail. D'accord. Maître, est-ce que vous vouliez aborder un point particulier sur cette slide? Oui, on voulait rebondir effectivement sur les obligations de l'employeur dans le cadre du télétravail et cette fameuse obligation de reclassement. Donc, on avait sélectionné un arrêt qui a été commenté par la doctrine. C'est un arrêt qui a été rendu par la Cour d'appel de Paris le 18 mai 2022. En l'espèce, il s'agissait en fait d'un employé qui était un employé administratif dans une pharmacie. Cette personne a eu un arrêt de travail et le médecin du travail l'a déclaré après une apte à la reprise du travail, sauf éventuellement en télétravail à domicile. Pour autant, l'employeur l'a quand même licencié et la salariée a contesté son licenciement. La Cour fait droit à la demande du salarié en disant effectivement que l'employeur ne prouvait pas que le télétravail était impossible dans son entreprise et surtout, la salariée, elle, en revanche, prouvait que le télétravail était possible dans l'entreprise parce que d'autres personnes étaient en télétravail et que son poste pouvait parfaitement être organisé et lui permettre de travailler donc à distance. Donc voilà, donc il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, l'obligation de reclassement doit être proposée même en télétravail. Voilà. Donc on attire votre attention sur ce point. Dans la reprise d'activité, c'est ça? Exactement, pour la reprise. Pour la reprise en fait du travail, puisque là la difficulté c'est qu'en plus on avait considéré qu'elle était inapte à la reprise de son poste en présentiel, sauf qu'elle avait la possibilité de le faire en télétravail. C'est ça la difficulté aujourd'hui. Donc ce serait intéressant de voir comment ça peut réagir, par exemple, dans le cas d'une proposition d'un nouveau poste, reclassement ou autre pour raison économique, et d'intégrer là-dedans, dans ce reclassement, cette proposition, la possibilité de faire de ça en télétravail. Ça peut être aussi une évolution du droit. D'accord. OK, en effet. En effet, ça bouge bien. Je laisse reprendre Fabrice. Donc, toujours dans les fondamentaux, on a parlé des obligations de l'employeur. On va parler maintenant des droits et devoirs du salarié. La formulation, elle est assez claire. Hein, les obligations de l'employeur, le droit et devoirs des salariés. Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits individuels et collectifs que s'il était dans les locaux de l'entreprise.
Donc l'accès à la formation, le respect de la vie privée, santé, sécurité au travail, accès aux activités sociales de l'entreprise, aux informations syndicales, aux avantages sociaux. Donc là, on parle plutôt des titres restaurants, des chèques vacances, par exemple. Le télétravail, alors ça c'est plutôt les droits induits à la position de télétravail qui sont les mêmes que quelqu'un travaillant dans les locaux de l'entreprise. Et en parallèle de ça, en face de ça, le télétravailleur doit respecter ses horaires, doit être joignable. Il est responsable des équipements mis à sa disposition et il doit prendre soin du matériel et utiliser les équipements mis à disposition. Alors, a priori exclusivement dans le cadre des activités professionnelles, sachant que beaucoup d'entreprises utilisent une utilisation raisonnable personnelle des matériels mis à disposition. Les points qu'on pourrait amener à envisager là-dessus, c'est l'utilisation des matériels personnels pour rentrer sur les réseaux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins un sujet. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises mettent à disposition du matériel pour les salariés, pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Le point qui va être abordé, qui sera à mon avis abordé de façon, qui va être abordé, c'est le poste de travail en télétravail. Donc, comment la personne s'organise chez elle et si la personne, c'est quelque chose qu'on a évoqué juste avant le début du webinaire, si une personne bénéficie d'un poste de travail aménagé chez l'employeur, qu'en est-il dans son appartement? Est-ce qu'il y a une obligation pour l'employeur? Est-ce que les mêmes droits sont ouverts? Je pense que l'égalité des droits s'impose. Donc, je vais laisser la main à mes co-intervenants pour qu'ils puissent préciser tous ces points. Fabrice, j'avais une question un peu ouverte, un peu aussi à tout le monde, concernant le mobilier qui est mis à disposition par l'entreprise. Est-ce qu'il y a une obligation de l'entreprise en termes logistiques de mettre à disposition du matériel? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'entreprise qui doit prendre en charge de livrer ce mobilier-là? On a parlé tout à l'heure, juste avant, alors c'est Maître Clarisse, je crois, qui avait parlé de ça, du mobilier particulier pour des personnes qui sont peut-être en situation de handicap ou des mobiliers adaptés. Est-ce que l'entreprise doit mettre à disposition obligatoirement et prendre en charge la logistique? Et comment ça se passe si toutefois il y a un problème avec une chaise qui est cassée? Est-ce que c'est l'entreprise qui doit venir réparer sur place ou un changement de mobilier qui doit être fait? Est-ce qu'il y a une obligation de l'employeur en fait là-dessus? Alors, je vais peut-être laisser. Moi, je vais répondre par mon retour d'expérience. Après, je laisserai les experts en droit répondre. Mais dans l'usage, nous, ce qu'on a fait, alors c'est le cas extrême du Covid, mais ils pouvaient prendre leur siège de bureau, on a recensé ça. Et en cas de casse ou autre, ils revenaient avec, par contre. Je ne sais pas si ça répond bien. Donc, c'est eux qui venaient chercher le mobilier? Ouais. C'est eux qui prenaient le mobilier, qui l'emmenaient et ils nous l'ont ramené parce qu'on avait une sorte de permanence dans le bâtiment. Que ce soit pour cette partie-là, pour le téléphone et les PC portables, la partie SI aussi. Ok. Pour un fauteuil ergonomique. Après, je ne sais pas si on peut compléter d'un point de vue juridique s'il y a une obligation ou autre, mais moi, l'usage que j'ai retenu, c'était ça. Pour un fauteuil ergonomique, le salarié peut, dans un budget défini, acheter son matériel et l'entretenir comme il se doit. Alors, tout à fait. Nous, en fait, on a transformé une contrainte qui est le Covid en opportunité en disant, au lieu de donner des sous pour acheter ton matériel, prends le siège qui est au bureau, puisqu'il y aura un confinement, et ramène-le après. Donc voilà. Après, en effet, sur le long terme, la question peut se poser. Tout à fait. Mais je ne sais pas après s'il y a des précisions à apporter au niveau juridique. Ou s'il y a... Juste pour compléter les propos, effectivement, en fait, la loi résout la prise en charge pour les salariés qui dépendent d'accords collectifs ou des salariés qui dépendent de l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020. Et effectivement, pour ces salariés-là, le principe, c'est prise en charge par l'entreprise. Et après, l'entreprise peut mettre en place, voilà, c'est exactement ce qui a été dit, mettre en place des dispositifs adaptés et en fonction, en fait, de ses propres contraintes. Mais le principe, c'est la prise en charge. En dehors de ce cadre légal, c'est là la difficulté. C'est que là, du coup, c'est au cas par cas et on essaie effectivement de vérifier si, par exemple, le télétravail a été demandé à la demande du salarié. Voilà, ces éléments-là. Mais il y a vraiment deux cas de figure et deux situations différentes aujourd'hui.
Donc, ce que je retiens, c'est qu'il faut trouver une solution qui soit adaptée aux deux parties, mais il n'y a aucune obligation d'une solution ou de l'autre. Une obligation de prise en charge, c'est le principe d'obligation de prise en charge pour les salariés qui dépendent d'un accord collectif ou de l'accord national interprofessionnel. Là, c'est une obligation de prise en charge. Mais voilà. La méthode est libre. D'accord, ok. Excusez-moi, je vois une question de Rhonda Mongoula Robaki, alors qui est: bonjour, le salarié est-il considéré comme travailleur isolé? Si je peux me permettre, vous m'arrêtez, mais normalement, ce sujet est abordé un peu plus loin dans une slide d'avenir. Voilà. Je sais pas c'est abordé, oui. D'accord. Et je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui voulaient rajouter. Oui, moi, Julien, je voudrais rajouter une chose. Il y a une partie de la réponse vient sur la première phrase du slide, sur l'obligation de l'entreprise pardon, c'était le truc précédent. Donc, l'obligation de l'entreprise de protéger les salariés quand ils font le travail. En gros, ce que le Covid a montré, c'est qu'il y a eu une explosion des troubles musculo-squelettiques parce que globalement, les salariés n'étaient pas du tout équipés chez eux. Beaucoup ont travaillé sur les tables de cuisine. Enfin bref, il s'est passé beaucoup de choses très compliquées dans cette phase-là. Et beaucoup d'entreprises se sont fait reprocher ce genre de choses. Donc, le côté obligation légale a été très clairement décrit. Maintenant, beaucoup d'entreprises, pour éviter ce genre de débat et ce genre de difficultés, amènent des facilités sur des sièges, sur des écrans, sur bref, différents moyens qui permettront de demain prouver que s'il y a un problème de santé, c'est pas parce qu'il n'y avait pas les moyens de le faire. Alors, ça me fait penser à une question de Johan Mirou qui dit, alors la question c'est: comment l'entreprise peut-elle être responsable de la santé et sécurité des salariés, notamment le TMS, sans fournir le matériel à la maison? Exemple, alors, dans le cas où, excusez-moi un instant, dans le cas où le télétravail n'est pas à 100%. Donc, en fait, c'est l'employeur a l'obligation de mettre à disposition, soit en donnant le matériel, soit en donnant une somme, ou en tout cas mettre à disposition une solution qui doit être actée entre les deux parties. C'est ça. Mais toutes les entreprises ne font pas ça. Hein. Tout à fait. D'accord. Mais par contre, l'obligation est là, normalement, de le faire. Si je peux me permettre, oui. Après, en cas de symptômes physiques liés en effet, sur 2 jours ou 3 jours, comment dire c'est lié parce que j'étais chez moi pendant 2 jours et pas… ça, c'est une question de preuve. Voilà. Et là, on sera sur du cas par cas. Mais c'est peut-être ça, c'est comment savoir si c'est parce que j'étais sur ma chaise de cuisine pendant 2 jours que en fait j'ai mal au dos ou c'est ça toute la difficulté, mais ça c'est une question de preuve. Mais à nouveau, le principe sera toujours on examinera si l'employeur a lui déjà mis en place, a quand même pris conscience que le télétravail avait des conséquences et donc on va apprécier au cas par cas certainement. D'accord. Donc, voilà. Quelque part, notre rôle de DET, par ce biais, bascule en partie vers les différents lieux d'habitation. Tout à fait. Quelque part, oui. Et donc, ça veut dire aussi, pour revenir au slide précédent sur la question du lieu du télétravail, si les moyens sont fournis sur un lieu A, si la personne le fait sur un lieu B, à ce moment-là, la question devient un peu différente. Mais surtout si elle le dit pas. C'est ça aussi la question, c'est que tout dépend si le salarié déclare qu'il est à son domicile ou parce qu'il est parti exceptionnellement aux Bahamas. Enfin, c'est voilà. Il y a pire, après, il y a pire. La question se pose, c'est sur les résidences secondaires en fait. C'est ça, c'est exactement ça. C'est que beaucoup se sont retrouvés avec le Covid à faire du télétravail dans leur résidence secondaire. Pour répondre à la remarque tout à l'heure, je connais quelqu'un qui a fait pratiquement 3 mois de télétravail sur une chaise de cuisine, ce qui évidemment amène certaines difficultés. Et là, la question de la preuve, le Covid a amené une situation un petit peu compliquée. Mais oui, globalement, l'obligation de l'employeur tombe rapidement face aux questions de vie privée. À partir du moment où on dit la personne doit être, elle est en télétravail, ok, donc elle est ailleurs. Le ailleurs n'est pas clairement défini en fait. Oui, après, on va rester dans la modération.
C'est-à-dire que si vous êtes 2 jours en télétravail, qu'à chaque fois vous êtes dans vos résidences secondaires, le salarié doit faire un choix. On ne peut pas équiper tous ces lieux de télétravail. Donc voilà, donc je pense que ça s'appréciera comme ça. Parce que la période Covid était quand même compliquée puisqu'on était pendant 3 mois au même endroit. On était bloqué. Donc là, maintenant, le télétravail, on est quand même censé être 2 jours chez. Enfin voilà, c'est plutôt exceptionnel qu'on soit à l'extérieur, en tout cas. On n'est pas censé être hors du domicile. Dans nos discussions préalables, on avait évoqué aussi 2 points particuliers, peut-être à développer sur les titres restaurants et sur les temps de repos. Donc, je vais vous laisser la main. Oui, je reprends la main, merci. On voulait attirer votre attention sur deux questions sur les tickets restaurants qui ont été surtout soulevées pendant la période Covid, mais qui ont un intérêt aujourd'hui, dans la mesure où la jurisprudence n'est pas du tout déterminée ni claire. Au contraire, elle est plutôt contradictoire, puisque est-ce qu'un salarié qui est en télétravail a droit à des tickets restaurants ou pas? Et ça fait... pardon ? Non, je vous écoute. Ça a fait débat. À Paris et à Nanterre, vous avez 2 jurisprudences qui est largement commentées et qui ont eu des avis divergents. Alors, il y en a une qui a suivi l'avis du ministère du Travail et de l'Urssaf en disant principe d'égalité, peu importe qu'il soit sur son lieu de travail ou pas, il a droit à des tickets restaurants pour son repas. Le tribunal judiciaire de Nanterre, lui, a considéré non, en fait, après, c'est un cas d'espèce quand même, puisque le salarié avait pour lui un bureau individuel. Et c'était pendant la période Covid où, vous savez, vous étiez obligé d'être en télétravail si vous ne pouviez pas, pour les risques de contamination, les questions d'isolement, etc. Et donc, dans cette décision de Nanterre de 2021, le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas droit au ticket restaurant parce que elle avait la possibilité chez elle elle avait la possibilité déjà d'aller au travail, et deuxièmement d'avoir le surcoût lié à la restauration chez elle n'avait pas de surcoût. Puisqu'au départ, la notion de ticket restaurant, c'était ça, c'est que vous aviez droit à des tickets restaurants, à une prise en charge de votre repas, parce que ça génère un surcoût, le fait d'être à l'extérieur de chez vous. Et donc, le tribunal judiciaire de Nanterre s'est plutôt, aligné sur cette vision, tandis que le tribunal judiciaire de Paris, lui, est plus sur la vision du ministère du Travail et de l'Urssaf. Donc, c'est un peu... Alors, aujourd'hui, je pense que les entreprises appliquent le principe d'égalité, c'est-à-dire qu'un télétravailleur a le droit à des tickets restaurants au même titre que... Mais c'est pas établi. Voilà. Et puis alors, je voulais attirer votre attention sur un autre sujet qui, lui, est plus inquiétant, sur la notion du risque lorsqu'on dépasse le temps de repos et le risque psychosocial, les risques médicaux psychosociaux. Et donc là, c'est un arrêt de cassation du 14 décembre 2022 qui a été rendu suite, en fait, c'est un chef de projet ingénieur qui était en télétravail 2 jours sur 3. 2 jours et 3 jours en télétravail et 2 jours sur site, et qui, sur le chemin du travail, s'est donné la mort. Parce qu'il avait annoncé à son psy la veille qu'il travaillait trop, qu'il était surmené, etc. Et donc, la famille a poursuivi son employeur pour non-respect du droit au repos et n'a pas eu gain de cause. Et elle s'est pourvue en cassation. Et la Cour de cassation a dit, en fait, la charge de la preuve du respect du temps de repos appartient à l'employeur. Donc, attention, et elle a considéré que l'employeur était en risque parce qu'il n'avait pas pu démontrer qu'il avait bien vérifié, au moins vérifié, mis en place des dispositifs pour vérifier que son salarié ne dépassait pas les temps maximum horaires et de travail. Donc, c'est un arrêt qui est plutôt important et qu'il faut garder à l'esprit, puisque donc, il faut mettre en place au moins des garde-fous pour s'assurer que son travailleur en télétravail ne dépasse pas ses horaires. Voilà, c'était les 2 arrêts les 2 grandes jurisprudences de 2022 et 2021 sur ces sujets. Voilà.
En effet, c'est la partie droits et devoirs des salariés, c'est assez intéressant parce qu'en fait, par rapport à ce que vous dites, je vois des remarques sur le chat, mais alors, je rassure Patrice, Philippe, je reviendrai sur vos questions, vos observations un peu plus tard. Je propose de continuer, Fabrice. Oui, alors ce que je vais faire, c'est que je vais sauter une diapo, j'y reviendrai après, c'est pour compléter, puisqu'en fait, on est dans les… Alors, là, on va passer sur les points d'attention. Hein. Donc, effectivement, dans les points d'attention, il y a plusieurs points qui sont évoqués. Il y a les points d'attention qui sont liés aux frais liés au télétravail, mais on y reviendra et on a déjà commencé à aborder la chose. Mais pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, en fait, les points d'attention, c'est aussi le management et le contrôle effectué par l'employeur dans le cadre du télétravail. Donc, en fait, il y a toujours l'encadrement juridique du télétravail ainsi que la loi informatique et liberté. Donc, en fait, le contrôle doit être, peut exister et doit exister. Les contraintes étant l'information du salarié, le salarié doit savoir qu'il est contrôlé. Le contrôle doit être légitime et approprié, et ça, c'est un des termes légaux. Et ne doit pas constituer une violation de la vie privée du salarié. Donc, en fait, ça veut dire que les points de contrôle et ça peut être fait à partir d'outils mis en place spécifiquement et pas utiliser les données machines, par exemple. On peut utiliser des applications qui sont faites pour ça, et de toute façon, les managers doivent avoir un contact avec leurs salariés en télétravail de façon à suivre le travail et aussi suivre le mal-être qui peut être induit par le télétravail. On y reviendra après. J'aimerais évoquer ici le point particulier qui est lié en fait à l'obligation de l'employeur d'assurer la sécurité et la santé des salariés. En fait, la visite du domicile et le contrôle du poste de travail sont des points importants qui pourtant, dans le cadre du respect de la vie privée des salariés, sont compliqués à mettre en place, voire même, je dirais moi, presque déconseillés, si ce n'est peut-être par les IRP, hein, les gens du CSE, par exemple, qui ont la possibilité d'aller visiter, avec l'accord du salarié, d'aller visiter les lieux de travail. Donc la visite du domicile et le contrôle, excusez-moi, je viens de perdre un peu mon fil. Et effectivement, le dernier point, c'est le droit à la déconnexion. Et du coup, on revient à ce qui a été évoqué juste avant sur les temps de repos. Le droit à la déconnexion permet de borner les journées de travail et de ne plus avoir d'activité, au moins par mail et par échange informatique, hors des temps de travail mis en place. Alors, moi, je vais continuer là-dessus parce que je vais essayer en même temps de répondre aux questions. Je vois une question de Patrice Lachaud sur le management. Obligation pour vous des assurances au domicile. Donc, c'est un REX que je peux faire, qu'on a vu en préparation. Chez nous, par exemple, on demande une attestation d'assurance du salarié sur le télétravail. En général, l'assureur prend en charge cette assurance sans surcoût et on lui demande une déclaration sur l'honneur. Et en termes de management, moi, j'ai parlé par rapport à mon expérience de DET, par rapport à mon équipe, quand on est passé en télétravail. Donc, c'est 2 jours souhaités avec l'accord du manager. J'ai juste souhaité qu'on ait au moins une journée tous ensemble en physique pour faire justement ces points, au-delà de l'outil et de la partie informatique, mais des points en physique, en face à face, sur l'avancée des projets ou l'avancée des sujets en mode run. Donc, voilà la partie management, information du salarié. La visite à domicile et le contrôle via les informations des systèmes de contrôle technique. Certaines sociétés, je le sais, utilisent notamment une coupure nette des envois de mails, des réceptions de mails à partir de certaines heures. Voilà, la partie documentaire, ça peut être écrit au règlement intérieur, ça ne suffit peut-être pas, il faut peut-être aussi passer à la partie technique. Je rebondis là-dessus sur faut-il mentionner le télétravail sur le registre des activités de traitement? Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut répondre là-dessus. Et visite au domicile du salarié pour vérification de sécurité. À première vue, non. Et mentionner le télétravail sur le registre des activités de traitement, je ne sais pas si, à moi, l'activité de traitement, je ne sais pas ce que ça signifie en soi. Donc, j'aurais du mal à répondre. Je ne sais pas si quelqu'un saurait répondre. Sinon… Oui, pour rebondir sur télétravail et registre des activités de traitement, je pense que ça fait référence au RGPD.
Ouais, d'accord. Okay. Donc, du coup, c'est un point qui sera évoqué en fin de formation. D'accord, à la fin du webinaire. OK, et une question sur accident de domicile, on en parle un peu plus tard. Donc, pour moi, c'est long, à première vue. Il y a pas beaucoup d'échanges. Moi, j'aurais juste un petit commentaire, Julien. Là aussi, expérience personnelle. Je me suis retrouvé au début du Covid avec une salariée qui n'avait jamais fait de télétravail, qui avait 60 et quelques années, et qui s'est retrouvée avec un PC portable, etc., et en avant pour le télétravail. Elle était en panique complète. Pas du tout sûr d'elle. Et au bout d'une semaine, il a fallu carrément qu'on la calme parce que c'est quelqu'un qui ne savait plus s'arrêter. C'est-à-dire qu'on parle du droit à la déconnexion, certes, mais il y a aussi une problématique de gens qui travaillent absolument comme des fous en télétravail, qui ont tellement peur, qu'ils considèrent qu'ils ne travaillent pas correctement, qu'on bascule sur l'effet inverse. C'est-à-dire que le problème, il peut être côté entreprise, mais également côté salarié. Et je pense qu'une formation de tout le monde sur ces sujets-là est d'importance. Même aujourd'hui, après X années de télétravail, on trouve encore ce genre de problème. La pratique facile a été de couper le VPN à partir d'une certaine heure et de limiter le travail de certains collaborateurs par cette coupure. D'où l'intérêt aussi de documenter la relation de travail en télétravail, en fait. De donner des horaires, de donner des façons de travailler, de faire des points réguliers. Enfin, je veux dire, il y a quand même des mesures de management et des mesures contractuelles à mettre en place qui sont pas très compliquées à mettre en place et qui protègent l'entreprise et le salarié finalement. C'est exact. C'est moins évident avec des gens qui sont en forfait jour. Je vais me permettre juste pour rassurer nos autres, enfin les personnes qui regardent le site, il y a beaucoup de questions. Alors, il y a une remarque qui dit on peut malheureusement sans VPN, les gens peuvent encore travailler sur leur disque dur. Bon, ben voilà. C'est vrai que c'est pas évident de gérer l'humain. A-t-on le droit d'exiger un contrôle de conformité de l'installation électrique? Alors nous, on demande une attestation sur l'honneur. Ça, c'est notre expérience. Obligé à faire un contrôle d'installation électrique chez soi pour un espace dédié au télétravail, tout se fait, mais qui paye? Après, il y a des questions de Patrice qu'on parlera un peu plus tard. Ce que je vous propose, c'est d'avancer et puis je vais essayer de recenser toutes ces questions et quitte à les traiter à la fin. Ça vous va? Très bien. Donc, je reviens d'une diapo en arrière et en fait, on va encore reparler des frais liés au télétravail. Frais liés au télétravail qui ont déjà été abordés sur le plan de la logistique. Là, on va peut-être parler un petit peu d'autre chose. C'est l'abonnement GSM, enfin l'abonnement portable si la personne n'a pas de téléphone de service, l'abonnement ADSL, enfin ADSL ou fibre à domicile. La règle aujourd'hui. Alors, la règle aujourd'hui, c'est que tous les frais sont considérés comme une charge inhérente à la fonction, à l'emploi, et sous réserve de remboursement effectué sur justificatif. Alors après, d'arriver à déterminer, là, on est sur des zones grises, très clairement. Il est compliqué d'évaluer combien de bandes passantes on a mangé chez la personne et combien elle a consommé elle de son côté avec Netflix et Prime Video. Donc c'est quand même pas évident à déterminer. Alors je sais qu'il y a des entreprises qui mettent en place des forfaits et puis d'autres entreprises qui remboursent sur justificatif. Voilà. Là, j'ai pas beaucoup de recul sur ces choses-là qui sont que moi j'ai pas rencontré jusqu'à présent. Mais peut-être que les intervenants ont des retours d'expérience sur ce genre de choses. Oui, Damien, je crois que tu avais J'ai une question là-dessus. C'est quid de l'augmentation de l'énergie aujourd'hui? Donc souvent, ce qu'on voit, c'est des forfaits qui sont proposés aux salariés qui font du télétravail en compensation. Sauf qu'aujourd'hui, une augmentation des énergies. Est-ce que il y a quelque chose que dit la loi comme quoi l'employeur doit s'adapter, doit adapter le forfait à cette augmentation, ou est-ce qu'on peut passer au réel si toutefois on a des surconsommations parce qu'on fait du télétravail et soit c'est une obligation, soit on n'est pas obligé et du coup on peut le prendre. Voilà, qu'est-ce que dit la loi là-dessus? Je suis intéressé d'avoir retour d'expérience si toutefois vous en avez là-dessus, sachant que c'est un peu flou, j'ai bien compris. Alors,
Moi, me concernant, c'est vraiment une affaire de négociation avec les IRP et c'est au cas par cas. Mais nous, on n'a pas prévu d'indemnisation, par exemple. Je ne sais pas si jurisprudence ou si... ouais, c'est un peu flou. Non, en fait, c'est exactement ce qui a été indiqué. Aujourd'hui, la loi, en fait, ne règle pas tous ces problèmes liés aux frais. C'est la doctrine, après, qui a émis un certain nombre de commentaires et d'observations sur le dispositif légal qui existe aujourd'hui pour la prise en charge, mais seulement de certains salariés, hein, parce qu'il y a eu l'abrogation de la loi pour les salariés qui sont en dehors d'accords collectifs spécifiques ou de l'accord national interprofessionnel de 2020. Donc voilà, donc là on est vraiment, aujourd'hui c'est très très compliqué pour la prise en charge de ces frais et du coup oui, c'est au cas par cas par les entreprises. Sachant que je voulais ajouter qu'il y a aussi une problématique de cotisation sociale. Puisque vous pouvez, si ce sont des frais professionnels, l'employeur peut être exonéré de cotisations sociales jusqu'à un certain niveau. Donc, vous avez des tableaux de l'URSSAF qui prévoient ces remboursements de cotisations sociales, enfin, ces exonérations de cotisations sociales. Et donc, ça peut être un bon indicateur de se dire, tiens, un incitant, on va dire, un incitant financier pour l'entreprise, de voir qu'est-ce qui peut être déduit de ces cotisations sociales et ce qui peut avoir un avantage pour elle. Voilà, donc c'est tout ce qu'on peut dire, hein, mais en termes de jurisprudence, en effet, c'est le flou. Alors, ce qui est intéressant, c'est de lier cette partie jurisprudence droit avec aussi l'impact coût. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, on n'a pas le recul, mais on y travaille à l'idée pour avoir des chiffres de type j'habite à Lyon, je suis salarié, 2 jours de télétravail, j'achète mon matériel, ça me coûte tant, donc il y a un surcoût, mais je me fais rembourser et l'employeur, pour comparer par rapport au coût d'une enveloppe globale du poste de travail. Vous connaissez peut-être tous le coût d'un poste de travail par le biais des busy ratios. Là, on a aussi l'idée de pouvoir comparer par rapport à l'impact du télétravail et en fonction du lieu géographique et du poste de chacun et du temps de télétravail. Donc, c'est un sujet qui est d'actualité et à peaufiner d'un point de vue juridique et économique. Je vais quand même dans la continuité. Est-ce que je vois une question de Patrice Lachaud? Alors, j'avais dit que j'en parlerai à la fin, mais pour le coup, je pense que ça fait lien. C'est pas évident d'y répondre. C'est pour les travailleurs présentant un handicap. Le mobilier adapté doit-il être présent sur les 2 sites et dans quelles conditions? On est sur un cas spécifique avec l'obligation par rapport aux personnes handicapées. Sans être très fort dans le juridique, je vais parler que pour la partie retour d'expérience sur les lieux de travail. Oui, c'est obligatoire. Si la personne est partie se représenter, je crois, à l'infirmerie de l'entreprise, si je ne me trompe pas. Mais on a des experts, je pense, autour de nous qui pourront confirmer. Donc, ça veut dire qu'une personne, par exemple, qui a un handicap de malvoyant, alors je pense à la SI, doit avoir son équipement SI adapté tant chez elle que sur le site, le lieu de travail. Chez elle, je ne sais pas. En fait, je rejoins exactement tout ce qui a été dit. Effectivement, les travailleurs handicapés qui sont soumis au télétravail ont une protection spécifique et ça, c'est prévu par la loi. Donc, du coup, oui, il faut effectivement leur permettre d'avoir les mêmes conditions de travail s'ils sont chez eux. Ouais. Attention, il y a un petit point derrière ça, c'est que la médecine du travail demande des postes aménagés pour des gens qui ne sont pas tous handicapés. Il y a les handicapés, handicapés déclarés, la question est assez simple, mais il y a beaucoup de gens pour mal de dos, etc., où la médecine du travail demande des choses, mais ils ne sont pas déclarés handicapés. Exact. On oublie juste de parler du bon sens. Je pense qu'une entreprise qui impose du full remote à 100% à certains salariés n'a pas les mêmes obligations que celle qui autorise une demi-journée pour un salarié chez lui tranquillement pour travailler sur un dossier. Donc, dans ce cas, chaque entreprise doit adapter les charges liées au télétravail de ses salariés en fonction de ce qu'elle demande à ses salariés. Oui, tout à fait. D'accord. Mais je voulais rajouter quand même, il faut quand même se dire, il faut quand même garder à l'esprit que les salariés aujourd'hui demandent du télétravail. Et donc cette demande du salarié de vouloir pouvoir travailler chez lui, on est plus dans le même équilibre où c'est plus forcément l'entreprise
impose par les faits, mais parce que le salarié lui-même est en demande. Et sur le marché du travail, aujourd'hui, on entend que les salariés exigent presque du télétravail au moins deux jours par. Donc, c'est une donnée qui est à prendre en compte dans l'appréciation des coûts et autres. Ça doit faire l'objet certainement d'une négociation au moment de l'embauche, en tous les cas. Et exactement, et on voit dans la jurisprudence aujourd'hui, si le télétravail est à la demande du salarié, en fait, c'est beaucoup plus compliqué pour le salarié d'obtenir la prise en charge de remboursement de frais, etc. Voilà. Donc là, la jurisprudence, elle est plutôt aussi dans cette tendance-là. Je voudrais juste faire un petit complément sur la notion de télétravail et du volontariat. Les chiffres sont assez réguliers fonction des entreprises, mais globalement, on retrouve à peu près à chaque fois entre 15 et 20% des gens qui ne veulent pas faire de télétravail. Pour diverses raisons. Il y a environ 10% des gens qui ne voudraient faire que du télétravail, donc télétravail 100%. Et on a un gros 70% au milieu qui, effectivement, voudraient 1, 2, 3, 4 jours. Les variations existent. Mais fonction du moment, etc., les gens regardent plutôt une partie du spectre ou plutôt une autre. Mais globalement, l'idée générale, c'est oui, il y a des gens qui ne supportent pas le télétravail. Oui, il y a des gens qui ne veulent que du télétravail et travailler dans un moulin dans le Massif central. Ça existe. Mais il y a une grosse majorité qui est un volet de gens qui veulent 2, 3, 4 jours de télétravail. Et effectivement, aujourd'hui, c'est devenu un argument d'embauche. Parfait. En effet. Je vous laisse continuer, Fabrice. Oui. Alors, hop, voilà. Donc on revient dans l'ordre des diapos. Un point d'attention important, c'est l'accident du travail, puisqu'en fait la loi prévoit clairement que l'accident du travail sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle est présumé comme être un accident du travail, avec le point particulier que le télétravail se fait pas forcément à domicile. Il peut se faire sur un espace de coworking, par exemple, ou effectivement dans une entreprise partenaire avec mise à disposition de locaux. Et du coup, on peut parler aussi de l'accident de trajet qui est pris en compte dans les statistiques d'accidentologie au travail. Donc ça, c'est un point important qui est rarement évoqué, et pourtant qui existe. Quelqu'un qui s'abîme, qui se fait du mal chez lui, c'est assez régulier. Quand c'est pas dans une fonction de travail, on appelle ça un accident de la vie. Et quand c'est dans une position de travail, ben ça devient de fait un accident du travail. Voilà. J'ai pas, là c'est juste de l'information. J'ai pas de point particulier à évoquer là-dessus. Alors peut-être que mes co-intervenants ont quelque chose à dire. Moi, me concernant. Je voulais juste rebondir effectivement sur accident du travail avec cette présomption d'accident du travail pour un salarié en télétravail. Alors, ce qu'on observe dans la jurisprudence, c'est un renforcement effectivement des droits des salariés, c'est-à-dire que voilà, on considère que la présomption joue. En revanche, il y a un jugement qui a été rendu le 23 mai 2022 qui est intéressant, puisqu'en fait, on considère qu'il y a une présomption d'accident du travail et qu'on va donc indemniser le salarié, mais sous deux conditions, conditions de preuve et conditions d'information de l'employeur. Donc rapidement, ce jugement concernait en fait un salarié qui en fait avait indiqué avoir subi un choc psychologique. En fait, c'était l'envoi de mails et de courriels réguliers, voilà, tout au long en fait de son télétravail. Et ce qui s'est passé, c'est que le tribunal a considéré qu'il y avait un accident donc, professionnel en télétravail. Pourquoi ? Parce que l'accident était bien survenu pendant le télétravail et le salarié prouvait que c'était bien survenu. En matière de preuve, il y avait aussi un dommage psychologique que le salarié prouvait. C'est des éléments qui étaient importants. Et dernier élément qui est important dans cet arrêt, c'est que le salarié avait prévenu immédiatement son employeur. Donc, du coup, voilà, c'est ces éléments-là qui ont fait qu'effectivement, l'accident du travail, donc là, notamment le choc psychologique, avait été retenu. Mais voilà, c'est pour vous dire que demain, il y a vraiment la question de la preuve qui est très importante et aussi le fait du salaire, la situation
du salarié, l'information du salarié. Est-ce que le salarié a tout de suite et immédiatement réagi ou est-ce qu'il a attendu? Et là, effectivement, on pourrait remettre en cause la réalité d'accident du travail. Il faudra s'occuper de l'état mental des chefs d'entreprise qui subiront ce type de contraintes aussi, hein. C'est l'objet d'un prochain webinaire, promis. Si personne n'a rien à rajouter, je vais continuer. On va parler des mesures particulières. Donc, les mesures particulières, je l'ai déjà en partie évoqué au démarrage de la présentation. C'est le cadre juridique du déploiement du télétravail pour le salarié. L'accord d'entreprise, la charte de télétravail ou l'accord de gré à gré sont les trois cas prévus aujourd'hui pour le déploiement de sessions de télétravail. Ça n'engendre pas de modification en soi du contrat de travail, si ce n'est la mise en place d'un avenant. De toute façon, je pense qu'il faut documenter, et encore une fois, j'insiste là-dessus, il faut documenter la modification du cadre de travail. Et puis, l'information, consultation du CSE pour les entreprises qui en sont dotées, enfin, qui relèvent de cette réglementation. Avec un rôle particulier du représentant du personnel qui analyse et alerte dans le cadre de ses fonctions les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés dans le cadre du télétravail. Hein, donc c'est une mise à jour. C'est une mise à jour notamment du DERP et rôle de représentant du personnel aussi qui est consulté pour le déploiement des dispositifs de contrôle et de surveillance qui est aussi, qui fait l'objet aussi d'un article du Code du travail. Le point particulier aussi, les mesures particulières, c'est le refus du télétravail par le salarié ou par l'employeur. Si l'employeur refuse, le refus doit être motivé. Voilà, il n'y a pas à commenter là-dessus. Et le refus du salarié n'est pas un motif de rupture de contrat puisque le télétravail est une mesure sur volontariat à part les cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles. Alors, je crois que là-dessus, on avait une observation de nos avocats et de Damien. Ouais. Donc, qui veut commencer? Non, je laisse Damien. Ok. Moi, j'ai souvent que des questions. Hein. Fabrice, c'est une question encore ouverte pour tout le monde, évidemment. Sur le premier paragraphe, là, l'information et consultation du CSE, on ne parle pas d'IRP. Est-ce que c'est eux qui sont en charge des négociations qu'il peut y avoir sur le télétravail, notamment tout à l'heure, j'ai parlé des compensations financières. Est-ce que c'est eux qui peuvent se battre pour les salariés pour monétiser ce forfait ou adapter ce forfait en fonction de ce qu'il peut y avoir aujourd'hui, notamment l'augmentation de l'électricité? Et deuxième chose, sur le rôle des représentants du personnel, analyse et alerte concernant les risques professionnels. Qui le fait? Est-ce que c'est des IRP? Est-ce que c'est le responsable environnement de travail? Est-ce que c'est lui qui doit le suivre? Alors, en ce qui me concerne, sur la partie intervention du CSE, pour moi, le CSE aujourd'hui est consulté en cas d'accord d'entreprise et éventuellement pour être consulté sur la charte. S'il y a une charte qui est déterminée uniquement uniquement par l'employeur. Sur le rôle d'analyse et d'alerte, en fait, quand j'évoquais tout à l'heure la visite au domicile, si l'employeur peut pas visiter le domicile, ça me semble compliqué, quand bien même avec l'accord du salarié. Je pense que en revanche, un membre du CSE dans le cadre de ses fonctions hygiène et sécurité de travail peut effectivement demander aux salariés de venir voir s'il y a des cas particuliers qui sont remontés par le salarié ou s'il y a un point particulier qui doit être revu parce que le travail effectué à domicile enfin du moins crée un risque spécifique. Voilà, je vois ces deux cas-là, mais de toute façon, ce sera avec l'accord du salarié. Ok. Maître, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose ou voir un point précis. Alors, on a le micro, je pense qu'il est éteint.
Pas d'observation complémentaire sur ce qui concerne l'intervention du CSE. C'était plus sur le refus du télétravail et d'attirer l'attention sur à nouveau une jurisprudence qui a mis en lumière un risque de refus discriminatoire de la part de l'employeur. C'est une salariée qui était au retour de congé de maternité, qui était en télétravail avant son congé de maternité. 86% des salariés étaient en congé de maternité et l'employeur lui imposait de, elle, n'en faire qu'un seul. Et donc, elle a refusé et l'employeur l'a licenciée pour d'autres motifs que du refus du télétravail. Et en fait, elle a réussi à démontrer que ce n'était pas le motif, le motif premier, c'était aussi cette question de télétravail, de refus de télétravail et de lui accorder ce 2e jour de télétravail. Et la Cour de cassation a considéré que c'était un comportement discriminatoire. Quand bien même, il y avait eu un licenciement pour d'autres motifs, et donc, c'est intéressant attention au refus du télétravail par rapport à une organisation au sein de l'entreprise et un refus individuel. Voilà. Dans ce cas, ça me soulève une question. Est-ce que ça veut dire que l'employeur, s'il y a un accord qui dit 2 jours de télétravail par semaine pour tous les salariés, il ne peut pas dire tel salarié c'est 1 jour, etc. Ou le refus, j'entends par là, refus, c'est clair, c'est tout ou rien. Bon, il motive le refus pour une personne, mais s'il accepte le télétravail, c'est obligatoirement 2 jours. Tout dépend. Après, si il faut quand même justifier l'organisation du service. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous fonder sur un refus arbitraire. Telle personne, il faut quand même, cette personne ne peut pas faire 2 jours de télétravail parce que le service exige qu'elle soit 4 jours sur place. Mais par contre, quand bien même il y aurait 2 jours, tout dépend de soit il y a un accord avec le salarié, s'il y a refus, il faut quand même pouvoir, s'il y a désaccord, il faut quand même pouvoir justifier par l'intérêt du service. C'est le seul critère. Sinon, vous partez vite, vous pourrez aller vite dans des critères de problème de discrimination ou autre. Voilà. D'accord. Merci. Pris. Donc, je continue, moi, sur les mesures particulières. Donc, en fait, dans les mesures particulières de mise en place du télétravail, il y a une période d'adaptation au télétravail et je pense que ça va répondre à la question posée en tout début de présentation par Thierry sur la salariée qui avait beaucoup de mal à s'adapter à sa nouvelle situation de travail et qui avait du mal à déconnecter. En fait, normalement, on devrait faire une période d'adaptation au télétravail. Alors, il n'y a pas de période imposée, pas de temps imposé. Si d'un côté comme de l'autre, la période d'adaptation n'est pas concluante, effectivement, ça met fin à l'accord sur le télétravail, avec la possibilité de mettre en place un délai de prévenance pour arrêter la période d'adaptation au télétravail. Ce qui est important à retenir, c'est la notion de réversibilité du télétravail, tant par l'employeur que par le salarié. Le salarié, parce que c'est une mesure sur volontariat, donc en fait, il peut effectivement décider du jour au lendemain avec un délai de prévenance, excusez-moi, un délai de prévenance raisonnable de mettre fin à son télétravail. Et puis, s'agissant de l'employeur, en fait, il peut en justifiant mettre fin en motivant sa décision, mettre fin à la période de télétravail. Donc je vous propose de continuer, sauf s'il y a vraiment des observations particulières. Donc, on va passer au risque induit. Risque induit pour l'employeur. Donc, en fait, à mon sens, le risque aujourd'hui, alors je vois la question là de Monsieur Lachaud sur le délai de prévenance. En fait, il n'y a pas de règle sur le délai de prévenance aujourd'hui dans la loi. Le risque induit pour l'employeur, en fait, pour moi, le risque principal est un défaut d'encadrement de la relation de travail. En fait, le risque principal, il est là, c'est-à-dire défaut dans la mise en place du management à distance, défaut dans la mise en place de la relation de travail, des temps de repos, des périodes de travail, des horaires de travail, des horaires dans lesquels les personnes doivent être joignables, de la qualité du travail fourni. Enfin, oui, je pense que tout ça doit être documenté.
Et puis le dernier point, je pense que toute cette... Alors, soit on est dans le cadre d'un accord de gré à gré entre le salarié et l'employeur, soit effectivement il y a un accord plus large, soit un accord d'entreprise, soit une charte de mise en place. Mais quand bien même un accord est mis en place au niveau de l'entreprise ou la loi prévoit le déploiement de télétravail pour ce type le type d'entreprise concernée, je pense que rien n'empêche d'avoir un règlement intérieur et la mise à jour de l'ensemble des documents et des documents obligatoires dans le cadre de cette relation un peu différente de ce qu'on connaît aujourd'hui dans le management direct avec des gens qui viennent travailler au bureau. Donc, il me paraît important de documenter cette relation de façon assez précise, que ce soit au niveau contractuel, dans la documentation obligatoire et également dans la relation avec les IRP, en fait. D'accord. Est-ce que vous aviez des précisions à apporter, Maître, sur un point en particulier? Oui, je vous remercie. Je voulais juste apporter des observations concernant la confidentialité, sécurité des données et surveillance des salariés, puisqu'effectivement, l'employeur peut mettre en place des systèmes de surveillance pour surveiller les salariés qui sont en télétravail. En revanche, ces pratiques sont encadrées et donc je vous invite à reprendre donc, le RGPD, notamment les articles 30 et 35 du RGPD, puisque ce sont des pratiques qui sont autorisées mais très encadrées. Voilà. Donc il faut faire attention pour l'employeur. Et il ne doit pas être employé les données techniques. C'est des outils spécifiques, c'est pas les données techniques de l'ordinateur, ou des serveurs ou des réseaux en fait. C'est ça, c'est en fait, oui, effectivement, des systèmes spécifiques de surveillance qui doivent être déclarés par l'employeur et qui doivent être encadrés par l'employeur, voilà, dans le respect du RGPD, donc notamment articles 30 et 35. Sachant que je voulais ajouter aussi une observation sur la notion de secret des affaires. Aujourd'hui, une entreprise qui veut pouvoir prétendre un secret des affaires, elle doit strictement l'encadrer. Et donc, ça doit se dérouler aussi au niveau des salariés. Et donc, il faut qu'elle ait mis des mesures en place. Donc, il faut vraiment faire un grand équilibre entre le secret des affaires, s'il y a des informations très confidentielles. Et le secret des affaires peut aller très loin. Ça peut être un fichier client, ça peut être... c'est pas que des données liées à un concept ou à un brevet. Secret des affaires est très large, mais il y a des conditions et donc il faut avoir un savant équilibre entre le RGPD et le secret des affaires. Voilà, c'est juste, bon, ça ferait l'objet d'un webinaire, mais c'est juste pour vous. Mais en effet, je pense qu'effectivement, pardon, excusez-moi. Vas-y. Je pense qu'effectivement, la mise en place d'une NDA entre le salarié et l'employeur à ce moment-là, sur la nature des documents et données sensibles traitées, s'impose, quoi, au même titre que l'avenant au contrat de travail. Comme quoi, en effet, tout doit être formalisé. Je te propose de continuer. Alors, le risque induit par le salarié, alors là, encore une fois, j'ai pas inventé l'eau chaude, hein, j'ai été chercher sur le site de l'INRS, qui a d'ailleurs une documentation très intéressante sur le télétravail et sur les mesures à prendre en termes de sécurité au travail, pour les salariés. Donc en fait, ils ont listé un certain nombre de risques qui va effectivement du mal-être à domicile jusqu'aux chutes et du risque de travailleur isolé qui a été évoqué en début de webinaire. Donc là, on a le risque de travailleur isolé, le chute de plein pied ou de hauteur, toutes les blessures, l'isolement social et professionnel, le stress lié aux objectifs, d'où l'intérêt du management de proximité, la souffrance liée à la démotivation, la monotonie de l'environnement de travail, des problèmes pathologiques masqués, le travail sur écran, les risques électriques, et puis évidemment les TMS, et puis le point qui n'a pas été évoqué par l'INRS, mais sur lequel j'aimerais revenir, c'est aussi les gens qui sont en danger à domicile. Bon, alors on n'est pas forcément, les employeurs ne sont pas forcément au courant. Alors, mais, ouais, nous on a mis une procédure d'alerte avec un phrasing spécial pour dire qu'il y avait une mise en danger. Donc, c'était au moment du confinement principalement, mais on l'a conservé. C'est-à-dire qu'elle nous prévenait par mail qu'il y avait un dossier, enfin il y avait un mot-clé, et on l'autorisait à venir sur site, et on
on mettait en sécurité, on appelait la police. Et je reviens là-dessus parce que je vois le mot travail isolé et j'ai vu une question passer. Nous, on a le sujet en province et ce qu'on fait, c'est qu'on a créé des sites, des délégations régionales avec alors c'est compliqué à mettre en place, faut avoir la motivation, les moyens, mais sur une région avec plusieurs personnes en télétravail, on essaie d'avoir un point d'ancrage immobilier pour que les personnes puissent aller de temps en temps sur ce site en fonction de l'accord de télétravail. Je ne sais pas après s'il y avait un point précis que vous vouliez aborder. Je sais que Geoffroy, tu avais une volonté, oui, voilà, d'aborder un risque spécifique et après, je laisserai parler. Le risque le plus important pour l'employeur aujourd'hui, c'est la non prise en compte du télétravail à un moment ou à un autre qui amène la débauche d'un salarié qui n'a que 2 jours de télétravail parce qu'on lui en propose 3 ou 4. C'est la démission d'un salarié qui n'a pas de télétravail et qui va quitter une entreprise pour justement avoir cette chose-là. Et les conséquences financières d'un salarié qu'on va mettre 6 mois à 1 an à embaucher pour le poste avec la pénurie de compétences que nous rencontrons les chefs d'entreprise de plus en plus aujourd'hui. Donc c'est ça que je voulais rajouter, c'est vraiment le risque pour l'entreprise, c'est même si elle pense qu'elle ne peut pas faire du télétravail, elle peut toujours, et dans les faits, moi, les 3 personnes que j'ai perdues dans les 6 derniers mois, c'est 3 salariés qui se sont fait débaucher ou qui ont démissionné pour du télétravail qui n'était pas encore assez envisagé dans l'entreprise. En effet, oui. Vous vouliez rajouter quelque chose, maître? En complément ou on peut continuer? Oui. Ah. Non, j'avais juste rapidement sur le DUERP, il y a pour vous aider à le rédiger, prendre les risques du télétravail, il y a le ministère des Sports, de l'Éducation nationale qui a lui-même fait ce travail de risque, d'appréciation des risques, notamment médico-psychosociaux, et qui peut être un bon outil pour vous aider à actualiser votre DUERP. C'est une instruction ministérielle de 2018, le ministère des Sports, de l'Éducation nationale et de la Santé et des Solidarités. Voilà, c'était juste un petit outil à vous proposer. Merci pour l'astuce. Je continue. On va arriver sur les 2 dernières slides. Alors, sur des sujets qui ont déjà été en partie évoqués, sur les sujets de RGPD, sur les sujets de données personnelles, de données sensibles, de protection des données de l'entreprise, du secret des affaires. Donc en fait, là, encore une fois, j'ai été chercher les recommandations mises en place par cybersurveillance, puisque j'ai trouvé leurs 12 recommandations pour les employeurs et les 10 recommandations pour les salariés bien faites et faciles à comprendre et complètes, évidemment. La politique d'équipement pour les télétravailleurs, la politique pour les accès intérieurs, la politique pour la maîtrise et la sécurité des accès extérieurs, le renforcement de la politique de gestion des mots de passe, sur le déploiement des mises à jour de sécurité, très important. Évidemment, la mise à jour de sécurité à distance, c'est pas toujours facile à faire et ça nécessite un travail des services informatiques en amont du déploiement. La sauvegarde des données et des activités, les solutions antivirales évidemment, la journalisation de l'activité de tous les équipements d'infrastructure, ce qui ne veut pas dire que ces données de journalisation doivent être utilisées pour contrôler le travail des salariés, la supervision de l'activité des accès externes et des systèmes sensibles. Donc effectivement là, on parle sur la supervision, c'est évidemment en passant par un VPN et évidemment en ayant une vue sur l'activité sur ces VPN. La sensibilisation et l'apport, un soutien réactif aux collaborateurs en télétravail. Alors, j'ai pas de stats aujourd'hui sur l'augmentation du phishing par rapport au déploiement du télétravail en France. J'ai pas de vision là-dessus. Je pense que le fait d'être en télétravail et d'être moins dans un cadre professionnel peut-être provoquer un défaut de vigilance sur des tentatives de phishing, de fraude au président ou ce genre de choses. Évidemment, pour l'entreprise, c'est évidemment de se mettre en position de répondre à une cyberattaque, donc de continuité d'activité informatique. Et puis, le dernier point mis en place par cybersurveillance, c'est sur les dirigeants, c'est impliquez-vous et montrez l'exemple. Mais ça, aujourd'hui, je pense que
la plupart des dirigeants sont sensibilisés aux problématiques de cybersécurité. Donc, je ne sais pas si vous avez à intervenir sur ces points particuliers, sachant que ce qu'il faut bien rajouter effectivement là-dessus, c'est tous les problèmes de RGPD, gestion de données personnelles, quid des données personnelles clients gérées par les salariés en télétravail. Est-ce que ça doit faire l'objet d'une déclaration ou d'une modification de la déclaration sur le registre des traitements? Je ne sais pas. Là, j'ai pas de vision là-dessus. Et puis, évidemment, la sensibilité et la confidentialité des données, sensibilité au vol, sensibilité à la destruction. Aujourd'hui, ce sont des problématiques à prendre en compte, que ce soit d'ailleurs au bureau ou à domicile. En ce qui me concerne sur cette partie-là, donc je ne sais pas si vous avez à intervenir sur ces points-là. À mon tour, moi juste pour précision, d'un point de vue DET, sur la partie confidentialité ou autre, quand on a des problèmes, enfin, je reviens sur un truc très terre à terre, mais c'est la partie problématique de réseau ou autre, c'est des réseaux privatifs. Nous, notre SI intervient rarement sur les réseaux privatifs des personnes, il vérifie juste sur son périmètre. Donc voilà. Ok, je laisse continuer. Donc, pareil, même source, cybersurveillance.gouv. Des recommandations pour les salariés. Donc, si vous disposez d'équipements professionnels, séparez les usages. Donc, je sais qu'il y a des entreprises qui permettent l'utilisation des matériels professionnels pour un usage privé raisonnable. Pour le coup, à domicile, je pense que le matériel professionnel doit être utilisé de façon professionnelle et juste pour le professionnel. Appliquez strictement les consignes de sécurité de votre entreprise. Ne faites pas en télétravail ce que vous ne feriez pas au bureau. Donc là, ça revient à ce que je vous disais avant. En fait, je pense qu'on est un peu moins vigilant à domicile sur la partie phishing et cybersécurité, peut-être. Encore une fois, j'ai pas de stats là-dessus. Appliquez les mises à jour de sécurité sur tous vos équipements, l'idéal étant que ces mises à jour se fassent à distance et se fassent automatiquement. Vérifiez que vous utilisez bien l'antivirus et scannez vos équipements. Ça, encore une fois, ça fait partie des règles à mettre en place par l'entreprise avec une prise de connaissance et puis éventuellement un document à contresigner. Renforcer la sécurité de vos mots de passe. Alors bon, encore une fois, ça c'est une politique d'entreprise. Sécurité de votre connexion Wi-Fi. Alors là, je vois ce qu'a voulu faire cybersurveillance. Je suis pas persuadé aujourd'hui que nos SI interviennent chez, c'est ce que disait Julien. Je suis pas persuadé que les SI interviennent chez les salariés pour leur dire change ton mot de passe sur ta box parce que déjà c'est jamais très simple et en plus je suis pas sûr que ça bloque pas le système des fois. Voilà. Par contre, peut-être privilégier une connexion, un partage de connexion quand c'est possible à partir du téléphone professionnel, en sécurisant le téléphone professionnel. Je pense qu'il y a d'autres solutions que d'utiliser la box du salarié. Sauvegarder régulièrement le travail, mais ça, je pense qu'aujourd'hui, on travaille tous en réseau et on travaille tous sur des clouds, ou très souvent sur des clouds. Méfiez-vous des messages inattendus, ça c'est les mesures de cybersurveillance, cybersécurité habituelles. Et n'installez pas d'applications, n'installez les applications que ce qu'il y a aujourd'hui autorisé par l'entreprise. Voilà, donc en fait là, rien inventé, c'est sur le site cybersurveillance.gouv, facile d'accès et je pense que c'est que du bon sens et encore du bon sens, comme a signalé Geoffroy tout à l'heure, le bon sens, ça reste quand même la base du travail en télétravail. Et si je pense que sur ces points-là, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire que de s'appuyer sur les informations diffusées par cybersurveillance. Oui, non, tout à fait. Là, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je vois deux questions d'Étienne Jabeuf sur quelles sont les obligations documentaires concernant les données personnelles. Faut-il qu'il y ait une étude d'impact pour les données personnelles et quid du BOID, B-O-I-D? Alors, je ne sais pas si on y a répondu ou si quelqu'un peut y répondre. Own device. En fait, je ne sais pas si aujourd'hui les entreprises autorisent les gens à travailler sur leur propre matériel. J'ai pas de vision là-dessus. Alors, est-ce qu'on autorise les gens à utiliser leur propre ordinateur sans savoir ce qu'il y a dessus pour accéder au réseau de l'entreprise, quand bien même via un VPN mis en place par l'entreprise? Je sais pas. J'ai pas de vision. Je suis pas persuadé que ce soit une bonne solution.
chose. Moi, personnellement, je ne saurais pas répondre. Je ne suis pas assez spécialiste là-dessus. Je ne sais pas si... Alors, je ne vois pas d'autres questions. Je ne sais pas s'il y avait des précisions que vous souhaitiez apporter. Si certains souhaitent apporter, sinon le temps est passé du webinaire et je peux conclure. Mais si vous apportez la précision utile à nos adhérents, si vous le souhaitez. Juste pour répondre aux questions qui avaient été posées, sur l'étude d'impact, ça concerne effectivement certaines entreprises s'il y a un risque trop élevé en matière de droits et sécurité des salariés. Et là, on retombe effectivement dans l'obligation traditionnelle de l'étude d'impact du RGPD. Voilà, mais ça concerne vraiment toujours, c'est le même critère, hein, s'il y a un risque élevé pour la protection et les droits des salariés. Au niveau de la confidentialité, en fait, moi, je rejoins ce qui a été dit. Effectivement, aujourd'hui, c'est plutôt l'employeur qui va fournir un ordinateur professionnel aux salariés. Et la difficulté, c'est ce salarié-là qui va utiliser cet ordinateur à des fins personnelles. Du coup, là, il y a de la jurisprudence qui a été rendue. Le salarié a été sanctionné puisqu'en fait, en faisant des consultations personnelles sur cet ordinateur professionnel, il a eu un virus. Et du coup, voilà, il y a eu une atteinte aux données de l'entreprise. Donc, c'est ça la difficulté, c'est de fournir un ordinateur professionnel et de laisser le salarié, en fait, l'utiliser à des fins personnelles. Ouais. Moi, je ferai juste un petit complément aussi, Julien, si je peux me permettre, c'est que là, on a tous pensé et réfléchi ce sujet dans une démarche PC, portable. Mais concrètement, pour beaucoup de gens, c'est sur un téléphone portable que ça se passe. Ce qui fait que les risques sont strictement les mêmes. Les mails sont également sur le téléphone, etc. etc. Souvent, on accède même à des disques réseau via le téléphone. Bref, tous les sujets, tous les points qui ont été abordés, il faut aussi inclure la question des mobiles. Tout à fait. D'où le télétravail, puisqu'on devient mobile. Je ne sais pas si d'autres personnes veulent intervenir, sinon je vais me permettre de conclure. Tout d'abord, merci. Merci à vous toutes et tous, car on a eu un très bel échange, très précis, très concret, dans les questions et dans les réponses. Alors, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à échanger en message privé ou via LinkedIn, en direct. Il n'y a pas particulièrement de problème là-dessus. Moi, ce que je retiens de ce webinaire, de ce premier webinaire du Club Sécurité, c'est que je vois deux impacts. L'impact RH, avec la formalisation de documents, des échanges, mais l'opportunité de mieux dialoguer aussi entre l'employeur et le salarié. L'impact SI, avec cette notion de connexion, de droit à des connexions, d'équipement, de réparation, et on va en parler peut-être un moment plus tard, de métaverse, puisqu'on va de plus en plus vers ça. Et la DET dans tout ça, la DET, c'est ce qui organise ce dialogue entre l'ASI et la RH en mettant à disposition, en organisant cette rencontre et en travaillant by design sur les services DET. Et ce sera peut-être un futur sujet pour notre prochain webinaire qui se déroulera le 26 septembre. La réflexion est en cours sur le sujet, mais au plaisir de se revoir. Et d'ici là, si vous êtes intéressé par ces innovations sociales et l'impact DET, n'oublions pas que prochainement, il y aura une superbe conférence en physique, cette fois, concernant le métaverse, organisée par l'IDE. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et je vous remercie encore de votre participation. Merci aux animateurs aussi. Hein. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée.